retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Maître Tidiane Dabo, avocat au barreau de Strasbourg, Serge Dosso-Yovo, consultant en politique de développement, et notre éditorialiste Jean-François Akanji Kombe. Ouvrons à présent notre grand angle économique. L'essor de l'agriculture en Afrique reste encore confronté à de nombreuses difficultés, dont la transformation des produits. L'industrialisation agricole reste très faible sur le continent. Cela a encore été rappelé lors du salon de l'agriculture qui s'est tenu il y a quelques jours à N'Djamena au Tchad. Une situation préoccupante alors que l'Afrique consomme d'importants moyens pour se ravitailler en produits alimentaires. Corinne Kamse. 35 milliards de dollars sont annuellement dépensés par l'Afrique pour l'importation des produits alimentaires. Des dépenses jugées exorbitantes par les autorités et qui mettent surtout en exergue la faible capacité de transformation des produits locaux. Le Salon africain de l'agriculture qui s'est tenu à N'Djamena au Tchad du 12 au 15 mars n'a pas manqué de tirer la sonnette d'alarme sur le bas niveau de l'industrie de transformation agricole. C'est un grand manque à gagner pour les Africains car la matière première s'en va par exemple en Chine et en Europe. Puis elle nous revient beaucoup plus cher sous forme de produits finis. Si nous pouvions produire et transformer localement, cela nous reviendrait non seulement moins cher, mais ce serait une véritable valeur ajoutée. Les capacités de production agricole du continent ne sont plus à démontrer. L'Afrique dispose encore de 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées. Et la main-d'œuvre jeune et dynamique à laquelle s'ajoute un écosystème diversifié sont autant d'atouts. Malheureusement, le continent fait face à un déficit de transformation. À titre d'exemple, seulement 10% du coton produit localement sont transformés sur place. Parmi toute la chaîne de production, c'est la transformation qui est le maillon le plus faible. Et le maillon est très faible parce que les petits producteurs ne disposent pas de plateau technique de transformation. Le niveau de transformation est archaïque. Il y a un problème technique, il y a un problème financier, il y a un problème de volonté politique. Les pays africains doivent également relever le défi de l'accès au financement pour les entrepreneurs agro-pastoraux. Avec des taux d'intérêt qui oscillent entre 10 et 15%, les prêts bancaires restent un luxe pour la majorité des agriculteurs. Alors, 35 milliards de dollars de dépenses annuelles pour l'importation des produits alimentaires, un chiffre énorme qui devrait franchir les 100 milliards par an d'ici à 2030. Pensez-vous que l'Afrique sous-estime son potentiel agricole et se tire une balle dans les pieds pour un continent qui dispose de 65% de toutes les terres arables non cultivées dans le monde? Monsieur Dabo. Oui, je pense que c'est tout le mal, malheureusement, de l'Afrique. C'est cette absence de mécanisation de l'agriculture qui pose un problème parce que quand on va dans certains pays africains en période de production, on voit souvent, par l'absence de cette mécanisation-là, les conséquences. On assiste à des pourrissements des produits agricoles, mais aussi, surtout, l'agriculture est un vivier pour l'emploi. Et les pays africains ont tout à gagner, effectivement, je dirais, en inversant ou bien en augmentant cette massification de l'investissement au niveau de l'agriculture. Et aujourd'hui, pour faire face justement au développement, on a intérêt aujourd'hui à mécaniser, aller vers l'agriculture industrialisée, par, je dirais, beaucoup d'investissements et surtout inciter les investisseurs à venir en Afrique pour s'intéresser à cette agriculture-là. Alors, est-ce que vous pensez que le problème, le retard qu'on accuse en Afrique, ce serait parce que le continent appréhende le secteur agricole d'une manière particulière? Il ne le traite pas comme un secteur d'activité commerciale? Je crois qu'il faut... je pense que ce sont nos dirigeants qui doivent quand même voir ce qui se passe ailleurs. Parce que tout pays qui se développe à partir de son agriculture. Pratiquement, quand on prend ici la France s'est développée pratiquement à travers son agriculture. Parce que l'Europe, je dirais, parce qu'il y a quand même une politique agricole commune qui, aujourd'hui, a permis beaucoup de subventions au niveau de l'agriculture et qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont passés d'un état de semi-mécanisation à une mécanisation extraordinaire et qui, aujourd'hui, leur permettent de pouvoir exporter leur production. Et malheureusement,
au mépris ou bien, je dirais, au désavantage des Africains, parce que finalement, c'est eux qui en pâtissent sérieusement. Alors, Monsieur Akanji, il faut libérer le potentiel africain, mais comment? Alors, libérer le potentiel, je ne sais pas ce que c'est. C'est un beau slogan. Bon. Maintenant, je voudrais d'abord commencer par dire que la situation en Afrique n'est pas identique dans tous les pays. De ce point de vue-là, sur la question de ce qu'on appelle l'industrialisation et que j'appellerais plus prosaïquement la transformation des produits pour pouvoir les exporter, la situation n'est pas la même partout. Ou même les consommer déjà sur place. Hein. Et même les consommer sur place et avoir une sorte de latitude, ouvrir des latitudes notamment pour consommer hors saison des choses. Quand vous prenez par exemple l'Afrique centrale, entre le Cameroun, que nous avons cité tout à l'heure, mais cette fois-ci le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République centrafricaine, vous n'avez pas les mêmes situations et le Cameroun a fait beaucoup de progrès de ce point de vue-là par rapport aux autres pays. Quand vous prenez les pays d'Afrique de l'Ouest, vous avez des expériences qui sont tout à fait intéressantes au Bénin, au Togo, sur lesquelles on peut revenir, mais la situation n'est pas la même partout. Quand vous disiez tout à l'heure, quand vous posiez la question de savoir si c'est parce que les États africains ne considèrent pas l'agriculture comme étant quelque chose d'exportable et de marchandable d'une certaine manière, je dirais oui et non. Oui et non, parce qu'on est resté sur des logiques, en fait, où l'agriculture est un produit d'exportation et c'est un élément de la balance des paiements des États, mais il y a une concentration sur l'agriculture issue qu'on nous imposait au temps de la colonisation, c'est-à-dire la production du coton, la production du café, la production du cacao, etc. Et ceci au détriment des cultures vivrières. Or, les cultures vivrières, on en a effectivement une conception de consommation locale, alors que nous pourrions parfaitement, les Chinois exportent vers chez nous des produits de chez eux que nous consommons. Les Européens nous exportent des choses que nous consommons. Et nous, Africains, il faudrait d'abord une sorte de révolution mentale, que nous puissions nous dire que le manioc que nous produisons là, il peut être consommé par des Chinois, par des Russes, par des Américains, par des Sud-Américains, et que nous fassions le travail de l'exportation, de la valorisation, etc. C'est un ensemble, tout l'écosystème, en fait, la manière de penser, revoir cet ensemble-là. Et puis je voudrais terminer par là. Je pense qu'il y a des questions de choix politiques. Des questions de choix politiques, l'agriculture, ce n'est pas seulement une activité humaine extérieure à l'homme. C'est aussi, de mon point de vue, le garant d'une certaine authenticité de nos terroirs et de nos territoires. C'est pour ça que, quand vous parliez tout à l'heure d'industrialisation et de mécanisation, j'y souscris. Mais avec des réserves en me disant que c'est le politique qui doit faire le choix du juste milieu qui permet de conserver l'authenticité de nos sols, de certaines de nos habitudes, les bonnes, hein, pas les mauvaises, et en même temps industrialiser. Parce que quand on voit par exemple aujourd'hui des grands espaces achetés, la mécanisation ou l'industrialisation, c'est cultiver par exemple je sais pas moi, des palmeraies gigantesques, pour pouvoir les exploiter et les exporter vers l'extérieur. À mon avis, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'autres modèles, mais voilà, quelques éléments que je voulais ajouter. Monsieur Dosso, moi, je voulais quand même qu'on revienne au sujet. 35 milliards de dollars, oui, c'est ça, par an, milliards, en produits importés et donc destinés à la consommation. Oui. Et c'est de ça qu'on parle. Et quand on prenait un pays comme le Bénin, avec le Nigeria à côté, c'est 200 millions de personnes à côté et qui demandent sur le manioc que vous avez cité tout à l'heure, une quantité que le Bénin ne peut pas produire. Aujourd'hui, les services qui sont rendus sont à moins de 20% de la demande. Oui. Et pourtant, il y a encore des terres, il y a encore des gens. Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Est-ce que les gens n'aiment pas l'argent? Ils ne veulent pas développer l'activité économique? Mais ce n'est pas tout ça. Parce que quand vous regardez, toujours en regardant l'exemple du Bénin, le programme d'action du gouvernement actuel, qui a placé l'agriculture comme un maillon essentiel de la transformation de l'économie, la transformation structurelle de l'économie. On peut se demander, mais qu'est-ce qui pose problème? Prenez, pour mécaniser, tout simplement, il y a deux piliers qu'il ne faut pas ignorer. L'énergie
et l'eau. Si vous n'avez pas d'énergie, vous pouvez avoir toutes les meilleures politiques de mécanisation possibles, ça ne marchera pas parce que pour faire tourner les usines, même si elles ne sont pas énormes, d'où se pose le problème de manque d'infrastructures. D'infrastructures. Si vous n'avez pas d'eau, si vous ne maîtrisez pas l'eau, mais vous pouvez avoir des milliards d'hectares, mais vous n'arriverez jamais à des objectifs corrects. Mais qu'est-ce qui est le frein? Vous avez effleuré légèrement la question des financements. Lorsqu'aujourd'hui vous prenez quelqu'un, un jeune qui veut investir et qui va à la banque pour demander un prêt, vous n'avez pas des prêts à des taux inférieurs à 2 chiffres. Alors quel est le modèle économique qui permet à un entrepreneur de mécaniser son agriculture avec des taux similaires et un taux de rentabilité convenable? Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est un ensemble de dispositifs qu'il faut revoir et remettre à plat. Et comment on peut pousser les banques africaines à coopérer justement davantage avec les agriculteurs? Parce que là, malgré son poids, le secteur agricole reçoit moins de 3% du total des financements octroyés par le secteur bancaire. Moi, je crois que c'est une, et encore une fois l'éditorialiste le disait tout à l'heure, c'est une question de volonté politique et de choix. Vous avez des banques de développement qui sont sous-régionales, la Banque africaine de développement, la Banque ouest-africaine de développement. Vous avez des banques islamiques du développement qui investissent énormément. Et si je reste encore, parce que l'actualité béninoise est très focalisée sur l'agriculture en ce moment, il y a eu un accord récemment qui a été signé entre le Bénin et le FIDA et qui met à peu près 47 milliards de francs CFA à disposition du secteur agricole pour servir un certain nombre de filières. Il faut pouvoir dissocier dans ces financements disponibles comment est-ce qu'on met en place un partenariat avec les institutions bancaires de manière à ce que l'État mette des systèmes de caution en place sur lesquels les institutions financières fassent levier pour pouvoir baisser les taux. Les institutions financières de chaque pays ne sont pas autonomes et indépendantes. Elles dépendent toutes des politiques de l'UEMOA et de la BCEAO. Et les taux directeurs qui sont imposés viennent de là-haut. Ça veut dire que si l'ensemble de la région s'entend, et engage des politiques ciblées sur l'agriculture parce qu'on veut avoir des résultats, il faut infléchir la politique au niveau des institutions régionales financières pour qu'à l'intérieur de chaque pays, la politique soit revue, pour que les taux soient revus à la baisse, permettant aux entrepreneurs de réussir. Il y a justement, c'est vraiment le nœud du problème, c'est le financement. Je crois qu'il y a une alternative qui est là, qui est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui que nos États s'orientent vers des fonds d'investissement. Il n'y a que dans nos États où aujourd'hui... Alors vous voulez dire des fonds d'investissement locaux? Non, c'est-à-dire qu'il y a des fonds d'investissement étrangers, d'accord, à l'étranger, qui prêtent à des taux, mais très bas. Oui, mais le problème, c'est que ces gens ne viendront jamais chez vous. Ces gens ne viendront jamais chez vous s'ils n'avaient pas l'infrastructure minimum. Et donc, l'infrastructure minimum ne peut pas être financée par celui qui vient faire de l'argent. Non, justement, il y a des fonds d'investissement qui interviennent dans les financements de l'agriculture, qui s'intéressent au niveau du financement de l'agriculture et qui mettent de l'argent à des taux très intéressant. Nous sommes d'accord, mais ils ne viendront pas financer l'infrastructure de fourniture d'énergie, par exemple. Je termine parce que je sais ce dont je parle, parce que quand même je conseille quelques fonds d'investissement qui font ça. Et donc, vous dites justement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Non, justement, ces fonds d'investissement viennent avec toute une sorte de panel pour mettre en place un financement de l'agriculture, mais à condition qu'effectivement que les États... Ben oui, c'est ce que je dis. Exactement. Ça revient aux États. C'est ce que je disais. Vous me rejoignez, nous sommes d'accord. Si l'État ne prend pas la disposition nécessaire d'établir les principes pour avoir de l'énergie disponible, pour avoir une maîtrise de l'eau, Moi, ce que je veux dire, c'est que financer l'agriculture, c'est financer les agriculteurs. Ce sont des hommes et des femmes. Et ce sont des hommes et des femmes qui habitent quelque part sur le territoire national. Et donc, ils peuvent habiter tout près de la capitale, tout près des grandes villes, ou ils peuvent habiter très loin. D'où l'importance de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, celle des infrastructures. Mais en termes d'enjeux de financement, quand je parlais tout à l'heure des choix politiques, ces choix politiques peuvent être incitatifs, ou il y a une sorte de politique d'aménagement du territoire financier, de rapprochement des établissements financiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du tout. Les campagnes africaines sont désertes. Or, l'agriculture, c'est là-bas. Donc, il y a déjà ça
à réaliser. Et puis ensuite, financer l'agriculteur, c'est des agriculteurs de toute taille. Et les former Vous avez des énormes, vous avez les énormes capitaux des agriculteurs de l'agroalimentaire ou je ne sais pas, mais vous avez aussi... Qui n'existe pas aujourd'hui dans tous les pays. Vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, voilà. Tous les pays ne sont pas au même niveau. Vous prenez le Kenya et l'Afrique du Sud, ils sont complètement à un niveau disparate par rapport au... Il faut pouvoir différencier l'offre. Si je peux terminer, il faut pouvoir différencier l'offre. Et puis par ailleurs... j'ai toujours été choqué par le fait que des banques agissant en Afrique aient les mêmes critères d'appréciation du risque en matière de crédit qu'en Europe. Mais parce que nous n'avons pas le barème qu'il faut. Non, mais c'est pas seulement une question de barème, c'est aussi une question de prise en compte de la structure sociale et de l'environnement social. Et ça, tout ça, il me semble... C'est des éléments sur lesquels l'État doit... Je vais m'arrêter là. Voilà, on va marquer à nouveau une pause. Ne bougez pas dans quelques instants. En 10 secondes, est-ce que je peux rajouter? D'accord, je vous laisse finir, après on passe à la question de l'agriculture. Je crois que c'est vraiment un panel assez large parce que vous avez parlé tout à l'heure de ne pas parler de l'accès au marché. Nous sommes dans une zone sous-régionale où, pour transporter un produit du Bénin au Togo et en Côte d'Ivoire, mais les gens rencontrent des milliers de problèmes qui font que même si on industrialise, vers qui on va finalement? Et tout ça sont des problèmes qu'il faut prendre en compte. Établir un panel de solutions en fonction des différents secteurs qui rentrent en corrélation. Quelle rentabilité si on est obligé de comprendre tout ce le long du chemin? Ça fait partie de la route de l'agriculture. Alors nous allons à nouveau marquer une pause. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de votre émission. À tout de suite.